Bonjour et bienvenue à cette 10e saison du Club de lecture Le Bouquineur. Une 10e saison qui s'annonce des plus intéressantes avec une belle brochette d'invités variés. Nos chroniqueuses, Monique Barriot et Joanne Hamel, seront toujours avec moi-même ici pour vous parler de livres qu'on aime et qu'on adore. Pour ce qui est des 4 premières émissions, Joanne ne sera pas avec nous en présentiel, elle sera en capsule vidéo, mais nous serons à la bibliothèque Alcide Fleury et à chacune des 4 premières émissions, nous vous présenterons la capsule littéraire de Joanne. Ne vous inquiétez pas, on va parler de livres. Aussi, pour souligner notre 10e anniversaire, nous avons pensé vous offrir un segment souvenir d'auteurs et d'autrices que nous avons reçus au cours des années. Alors, ça a été un plaisir de les recevoir et nous voulions leur faire un petit clin d'œil pour ce 10e anniversaire. Aujourd'hui, notre segment souvenir sera Madame Maureen Martineau, que nous avons reçue en 2015. Elle a publié plusieurs romans policiers au fil des ans et ça concerne beaucoup les femmes. Elle a été au Salon du Livre en 2021, à l'automne 2021, le Salon du Livre de Montréal, pour nous présenter son dernier recueil, Criminel, qu'elle a coécrit avec Ariane Gélina. Alors voilà pour le segment souvenir et nous en aurons un à chacune des émissions. Il est maintenant temps de passer à notre invitée d'aujourd'hui, Madame Véronique Pepin, qui est écrivaine, fondatrice de la maison d'édition La Petite Barque en 2012, et elle est médiatrice et gestionnaire culturelle. Donc, beaucoup de chapeaux pour Madame Pepin. Bonjour, Madame Pépin. Oui, bonjour, Je peux vous appeler Véronique? Oui. Merci. Alors, déjà, tout un parcours pour vous et encore beaucoup à venir. J'aimerais qu'on parle d'un projet que vous avez débuté à l'automne 2021 qui s'appelle Les Offreurs Rencontres. Oui, donc c'est un projet que j'ai réalisé, puis en fait qui se termine bientôt là, dans le cadre du Fonds territorial du Calque, du Conseil des arts et des lettres. Donc c'est un programme qui permet de faire des projets de création par des artistes professionnels, mais qui sont en lien avec des citoyens, donc dans toute la région centre du Québec. Et puis Les Offreurs Rencontres, avec ce projet-là, ce que je souhaitais faire, donc, c'est aller à la rencontre de citoyens issus des 5 MRC de la région centre du Québec, d'aller à leur rencontre pour qu'ils m'offrent une histoire. Donc, un témoignage, un hommage à une personne, un lieu, un objet qui leur est cher puis qui a eu un impact significatif dans leur parcours. Donc, ces citoyens-là m'ont offert cette histoire. Moi, je l'ai mis en mots. Donc, moi, je suis aussi poète. Donc, je l'ai mis en mots à ma façon. J'ai transmis cette émotion-là aussi qui était à travers l'histoire. Et je suis allée à la rencontre d'autres artistes professionnels à qui j'ai offert à mon tour l'histoire, mais sous forme de mots. Et ces artistes professionnels-là l'ont interprété, l'ont représenté à leur façon, chacun avec leur médium. Et tout ça se termine là, par une exposition qui va être présentée là, cet été. Donc, les citoyens vont venir découvrir l'œuvre qui a été créée à partir de leur histoire, puis on leur remet cette œuvre-là aussi à la fin. Donc, Les Offreurs, c'est comme une espèce de relais, une rencontre à relais autour du témoignage de l'être humain, du citoyen, qui rencontre aussi des artistes. Et tout ce monde-là se réunit autour du prétexte de la création comme moyen de rencontre. Oui, c'est magnifique, les rencontres là, entre plusieurs personnes, là, c'est vraiment bien. Merci. Vous avez aussi initié et coordonné un projet d'ordre international qui est d'art postal qui s'intitule Les Écornés. Plus de détails là-dessus? Oui, ça aussi, c'est une initiative qui est quand même originale. C'est avec un collègue, un ami à moi, Junior Martel, qui est un graphiste, qui est le graphiste qui travaille avec moi à La Petite Barque. Donc, on a eu l'idée de mettre en place une initiative originale, encore une fois, qui est un prétexte de création pour amener les gens à se rencontrer autour de l'art. Donc, l'art postal, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est toute forme d'art qui voyage par la poste. Ce qu'on pense d'abord, c'est la carte postale, qui est comme le degré 1 de l'art postal, la carte postale. Donc, une image, une photo d'un côté, un petit mot de l'autre. Mais en art postal, tout peut être posté. Donc, ce qui compte, c'est que ça soit envoyé à découvert. Donc, on ne cache pas ce qu'on a créé dans une enveloppe ou dans une boîte.
On veut que tout le monde admire la création tout au long de son voyage. Donc, ça peut prendre des formes tout à fait inattendues, des sculptures, des objets comme ça qui voyagent, des toiles montées sur faux cadres, par exemple. On voit de tout. Et puis, en fait, l'idée avec ce projet-là, qui est international, c'est qu'on fait un appel à tous aux 2 ans. Donc, c'est une biennale. Aux 2 ans, on donne un thème. Et puis, on va faire... il y a des réseaux d'art postal partout à travers la planète. On va faire l'invitation, on donne le thème, l'adresse, et puis je reçois des œuvres là, qui arrivent là, partout dans le monde. Je crée une exposition à partir de ça avec Junior, donc aux 2 ans. Sur le thème. On a eu 5 éditions jusqu'à maintenant. On a une collection, là, chez moi, j'ai une collection de plus de 400 œuvres d'art postal qui arrivent de partout dans le monde. Puis ça me permet d'aller dans les écoles aussi beaucoup, présenter ça aux élèves, parler de la poste. On n'utilise pas beaucoup ça, la poste, donc parler de ça aux jeunes, puis de montrer que c'est un jeu, puis que c'est fondé sur le don. On fait une création, on l'envoie par la poste, elle voyage, elle met de la beauté, puis au bout de la ligne, il y a des gens qui la reçoivent puis qui la partagent. C'est un genre de donner au suivant aussi. Exactement, c'est fondé sur le don, oui, sur le partage. C'est bien. Vous avez un autre chapeau. Depuis janvier 2021, vous dirigez le réseau d'écoles culturelles Hémisphère. En quoi consiste ce travail-là? Oui, donc Hémisphère, donc c'est comme ça le dit, un réseau d'écoles culturelles, c'est une initiative de culture pour tous, qui est l'organisme qui a fêté son 25e anniversaire en 2021, donc l'organisme derrière les Journées de la culture. C'est un organisme qui s'intéresse, dans le fond, à la place du citoyen, justement, dans l'art, la création, rassembler les gens autour de l'art et de la culture. Culture pour tous a mis en place un réseau d'écoles culturelles avec le ministère de la Culture. Ce que c'est, pour le moment, c'est la 5e année. C'est un projet pilote là, qui se développe. Ce sont 21 écoles, donc partout au Québec, primaire, secondaire, qui favorisent l'approche culturelle de l'enseignement. Donc, la culture, c'est vraiment au sens large. La culture numérique, scientifique, ce qu'on mange, comment on s'habille, tout ça. Donc, au-delà des arts. Et ces écoles-là, donc, mettent l'art et la culture à l'honneur, donc dans toutes les disciplines, français, géographie, éducation physique, anglais, au parascolaire, service de garde. Puis, on s'intéresse à l'impact de la culture sur la motivation des élèves et puis le fait que, quand on parle des repères communs, donc les élèves, ils ont une culture première, ce qu'ils font à la maison, puis que l'éducateur, l'enseignant, les amène vers une culture seconde, donc les apprentissages, il y a des liens qui se créent, qui sont plus forts, plus signifiants, puis ça a vraiment un impact sur la motivation puis la réussite scolaire. Donc, c'est la 5e année du réseau. Donc, je travaille avec les 21 écoles et des artistes là, qui sont là pour accompagner toutes ces écoles-là. J'ai comme un chapeau, en fait, de chef d'orchestre, si on veut. Oui, c'est ça. Puis, en parlant d'école, vous avez initié et vous avez coordonné le concours Jeunesse Plume. Parlez-nous donc de ce concours-là. Oui, Plume, ça, c'est un projet que j'ai développé à la demande de la ville de Victoriaville et de la MRC d'Arthabasca, qui souhaitait mettre en place un projet justement pour favoriser la création chez les jeunes, la rédaction, mais aussi la création, donc l'écriture créative. Donc, j'ai pensé, pourquoi pas faire un concours, oui, mais dans lequel, plutôt que, bon, on aime ça gagner des prix, là, des tablettes, des livres, on aime ça, là, avoir des cadeaux, mais le grand prix, en fait, c'est d'être publié. Donc, les jeunes de 6 à 17 ans soumettent un texte. Chaque année, il y a un auteur vedette qui parraine le concours, qui suggère un thème. Par exemple, on a eu des gens comme Alain Bergeron, Maureen Martineau. Cette année, l'auteur vedette était Louis Laforce, un auteur originaire de Victoriaville. Donc, suggère un thème, les jeunes écrivent à partir de ce thème-là, envoient leur texte. Il y a un jury de professionnels, des libraires, écrivains, éditeurs qui regardent ces textes-là et les textes gagnants sont publiés dans un vrai livre. Donc, on a eu 8 éditions de fait jusqu'à maintenant. Puis ce concours-là, avec le temps, a rallié aussi la MRC de l'Érable et puis l'ensemble du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Donc, c'est un projet qui est très rassembleur puis très populaire. On reçoit des centaines de textes chaque année. Donc, c'est pour valoriser, en fait, c'est ça, le talent d'écriture. Le talent sportif est très bien vu dans les écoles, dans notre société, mais parfois, le talent d'écriture est un petit peu plus discret. Puis là, ça permet de mettre en valeur ces jeunes-là qui ont une pensée originale, une belle plume. Donc, c'est une activité de reconnaissance. Puis, en parlant d'écriture, vous avez initié et coordonné aussi beaucoup d'activités pour la FADOC. Vous avez initié la création littéraire, entre autres. Alors, j'aimerais ça, vous avez été présente pour souligner le 50e anniversaire de la FADOC en 2021. J'aimerais ça que vous nous parliez de ce que vous avez fait
en tant qu'éditrice et écrivaine. Oui, donc c'est ça. Les gens de la FADOC, célébrant leur 50e anniversaire en 2021, m'ont demandé de concevoir des ateliers de création littéraire. Donc en fait, c'est de l'exploration littéraire. On regarde un peu comment on construit un texte, c'est quoi les trucs et tout ça. Donc j'avais un groupe d'une dizaine de personnes qui se réunissaient chaque semaine pour explorer la création littéraire. Donc ça, c'était le premier volet. Le second volet, c'était justement un grand projet d'art postal. Donc, on a invité les clubs de la FADOC. Il me semble que c'est une 60aine de clubs, là, quand même, dans la région centre du Québec, qui est très actif. Donc, à participer, j'allais animer des ateliers d'art postal, leur faire découvrir cette forme d'art-là, exemple à l'appui, qui voit justement toutes les formes que ça peut prendre. Et puis, les gens étaient invités à créer autour du thème 5 en temps. Donc, 50 ans, 50 ans, 5 pour les 5 sens, en temps pour un souvenir à travers le temps qui est relié à un de nos sens. Donc, il y avait un aspect personnel là-dedans. Puis, tous les clubs qui souhaitaient participer ensuite pouvaient poster leur création pour créer un grand rassemblement, une grande exposition qui a été dévoilée là, à la journée là, de l'Assemblée générale annuelle de la FADOC. Nous avons 10 secondes pour parler de votre catalogue d'édition. Alors, je pense que vous avez 21 titres et 2 autres à apparaître bientôt. Oui, donc avec La Petite Barque, je m'intéresse surtout à des publications d'art, donc qui mettent de l'avant la création littéraire, bien sûr, mais aussi les arts visuels. Donc, j'appelle ça ce qu'on appelle le beau livre, là, le livre de table à café, ça me plaît beaucoup. Donc, mon projet Les Offreurs, là, ça va être dévoilé bientôt, le résultat de ça. Donc, c'est ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup pour faire rayonner la culture, l'art littéraire à travers la région et le Québec. Merci, Chantal. Nous sommes à la bibliothèque Alcide Fleury et je rencontre Joanne qui va nous parler de sa série avec Lucinda Riley. Bonjour, Joanne. Bonjour, Chantal. Alors, j'ai bien hâte de savoir ce que tu en penses de cette série de volumes-là. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'autrice. Lucinda Riley, c'est pas vraiment son nom, c'est son nom d'autrice, son nom d'artiste, comme on dit. C'est Lucinda Edmonds. Elle est née en février 1968, mais elle est décédée en juin 2021 des suites d'un cancer. C'est une autrice qui est irlandaise. Elle est très populaire en fiction historique. Et c'est aussi une ancienne actrice. Toute la saga dont je vais vous parler, juste, je vous le dis, jusqu'à maintenant, étant donné qu'elle est décédée en juin 2021, est parue de novembre 2014 à avril 2021. Et voici ce que dit l'autrice avant que je vous donne le résumé des 7 tomes. Donc, elle voyait au début l'écriture des 7 sœurs comme un gigantesque livre de 4500 pages qui représente 1 200 000 mots. Divisé en 7 livres, chacun racontant une histoire indépendante. Donc, on peut lire un des livres, un des tomes, sans être perdu, et ça nous fait un bon divertissement. On aime le livre, mais on n'est pas obligé de lire les 7 tomes pour tout comprendre où elle va et où elle veut aller. Quand elle a eu l'idée d'écrire les 7 sœurs, c'est les 7 sœurs des Pléiades. Elle n'avait aucune idée d'où cela l'amènerait, mais elle était très, très attirée par la mythologie grecque et dont les Pléiades sont des femmes uniques et très, très fortes. Dans tous les tomes, on retrouve des endroits du monde différents. Donc, c'est-à-dire que cette femme-là a beaucoup voyagé et elle se sert de ses voyages pour les introduire dans chacun des tomes. Donc, l'histoire, si on le veut, je vais y aller tome par tome, mais vous allez voir que ça se ressemble tout en étant différent. Donc, chaque tome commence de la même façon. Donc, je vous lis, ça commence toujours par « À la mort de leur père, énigmatique milliardaire, le père qui s'appelle Pas Salt. Ce père-là les a adoptées aux 4 coins du monde lorsqu'elles étaient bébés. Le premier tome traite de Maya à Pliès et ses sœurs se retrouvent dans leur maison d'enfance. Il faut savoir que la maison d'enfance, on dit une maison, là, mais c'est un château parce que le père, c'est un milliardaire, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour être devenu milliardaire. Donc, les sœurs se retrouvent après le décès
Et dans ce château-là, avec la gouvernante qu'ils ont toujours connue, c'est pas leur mère adoptive, c'est la gouvernante, une cuisinière et un homme à tout faire. Et là, bien, leur père leur laisse à toutes les 7 sœurs, donc des indications sur leurs origines, parce que ces filles-là ont toutes été adoptées. Et chacun des tomes, le premier commençant par Maya, chacun des tomes traite du nom d'une des sœurs. On se rend jusqu'au 7e livre et c'est le même principe. Donc, les filles recherchent leurs origines avec les indices laissés par le père. Mais on ne sait toujours rien du père. Lorsque va arriver le 8e tome, qui n'est pas encore écrit parce qu'elle est décédée avant, ce sera son fils qui va nous apprendre qui est le fameux père. Et là, quand je vous parle de voyage, premier tome, on parle du Brésil, 2e tome de la Norvège, 3e tome, l'ombre de l'Angleterre, 4e tome, l'Australie, 5e tome, l'Écosse, 6e tome, le soleil de l'Afrique. Et je vous dis 7 tomes, mais par contre, il y a 6 tomes où est-ce qu'on retrouve les prénoms des filles, des sœurs. Mais le 7e tome, ça s'appelle « La sœur disparue ». Pas de prénom. Alors, si vous remarquez, dans ces volumes-là, ce que je viens de vous dire, il y a toujours le même début, une intrigue qui est un secret, finalement, que les jeunes femmes recherchent. Des jeunes femmes il y en a qui sont timorées, qui sont plus timides, d'autres plus audacieuses. Mais, je vous ai parlé de la mythologie grecque, elles deviennent toutes des femmes uniques et très fortes. Ce qui est la signature de l'autrice Lucinda Riley, qui a écrit des livres souvent sur des femmes fortes, des femmes qui savent prendre leur place dans la société et qui ont joué un rôle très important dans l'histoire. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour Monique. Bonjour. Alors, toi, aujourd'hui, tu nous parles de l'œuvre d'Agatha Christie. Oui, moi, je vous parle d'Agatha Christie. Agatha Christie, c'est une de mes autrices fétiches. Avec Stephen King, je dois dire que dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup d'ouvrages de ces 2 auteurs-là. Mais Agatha Christie, elle est née en 1890 et elle est décédée en 1976 et elle est reconnue comme étant la reine des polars, du genre policier. Elle a 2 personnages principaux, le détective professionnel Hercule Poirot et Miss Marple, une détective amateur absolument charmante. Alors, Agatha Christie fait partie des écrivains les plus connus au monde et elle est, après William Shakespeare, l'auteur britannique le plus lu chez les Anglo-Saxons. Elle a été traduite dans tous les pays. Et même en vous disant ça, je me demande pourquoi je vous en parle, parce que j'ai l'impression que tout le monde a lu au moins un livre d'Agatha Christie, mais pour ceux qui, par malheur, ne l'auraient pas fait, bien, je vais quand même vous la présenter. La plupart des intrigues chez Agatha Christie se passent en huis clos et sa marque de commerce, c'est de semer des indices un peu partout dans le roman pour vous aider à découvrir l'assassin. Et je dois vous dire, en tout cas sans doute parce que je n'ai pas l'esprit de tourner à ça, je ne l'ai jamais découvert avant la fin, moi. Même que dans Le meurtre de Roger Ackroyd, je vous le dis, là, si jamais vous êtes intéressé à lire ce livre-là, avant la 50e page, le nom de l'assassin nous est donné et je ne m'en suis même pas aperçue là, quand j'avais lu ça. Alors, bon. Et puis, alors ces romans ont été adaptés au cinéma, la télévision, enfin, un peu partout. On connaît Le crime de l'Orient Express, Les 10 petits N, on ne dira pas le mot, Mort sur le Nil, etc., Témoin à charge, c'est parmi ses grands succès. Elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Bon, sa vie comme telle est un peu une histoire un peu rocambolesque. Elle s'est d'abord mariée à un colonel qui a demandé quelques années plus tard le divorce, mais de qui elle a eu une fille, et c'est le nom de ce premier mari à qui l'on doit le nom de Christie.
C'est le nom de son mari, mais comme elle avait commencé à écrire, elle n'a pas changé son nom d'auteur. Et elle a commencé à écrire des romans policiers d'une façon assez originale. C'est sa sœur qui l'a mise au défi, qui a dit, parce qu'elle écrivaillait un petit peu, un peu partout, et sa sœur lui a dit, « T'es pas capable d'écrire un roman policier parce qu'à cette époque-là, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Rouletabille, ça connaissait des succès monstres. » Puis elle a dit, « T'es capable d'en faire autant. Allez, je te mets au défi. » Et Agatha a écrit un premier roman qui s'appelle « La mystérieuse affaire de Style ». Mais elle a eu de la difficulté à être publiée, ça a été long, bon, etc. Mais après son 6e roman, qui est d'ailleurs Le meurtre de Roger Ackroyd, là, c'est parti en flèche. Elle est devenue très populaire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est divorcée de son premier mari. Et à ce moment-là, sa mère venait de mourir aussi. Elle a fait une grosse dépression et elle a disparu. Alors là, tout le monde était à la recherche. Où est rendue Agatha Christie? On a fini par la trouver dans un petit hôtel. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'écrire sous un nom d'emprunt aussi. Donc, elle a écrit des romans sous le nom de Mary Westmacott. Et puis, alors tout le monde se demandait, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Bon, etc. On a fini, puis les esprits un petit peu plus pervers ont dit c'est parce qu'elle voulait mousser ses ventes de livres, ce qui a été absolument le cas. Donc, ce qui fait penser qu'Agatha Christie, malgré ses airs de grande dame bourgeoise anglaise, bien, elle était capable de certaines roublardises, là, Bon, bref. En 15 secondes. En 15 secondes. Je vais parler de ses pièces de théâtre. La Souricière a été présentée plus de 2000 fois au théâtre. Témoin à charge a été nommé pour 6 Oscars parce que ça a été tourné en film. Et elle en a fait un 3e, La Toile d'araignée, qui a débuté en 1954 au théâtre, ce qui fait que Agatha Christie a été la première femme à avoir 3 pièces de théâtre en production simultanément dans le West End de Londres. Si vous n'avez jamais lu Agatha Christie, vous le faites et il y a des exemplaires disponibles à la bibliothèque de Victoriaville. Merci beaucoup, Monique, pour ce rappel. Et surtout, je n'avais pas pris conscience qu'elle avait écrit des pièces de théâtre. Alors, merci de nous en avoir parlé. Moi, je vais vous parler de Louise Pennet et les enquêtes d'Armand Gamache. 17 parutions, 17 titres d'Armand Gamache Enquête. Louise Pennet est née en 1958 à Toronto, donc c'est une anglophone. Elle écrit des livres, des romans policiers, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, là, où l'inspecteur-chef québécois, Armand Gamache, est responsable des homicides à la Sûreté du Québec. Il y a un village, Three Pines, qui est un village des cantons de l'Est, fictif, où la plupart de toutes ces actions se produisent. C'est un village où il y a l'amitié, la bonne chair, l'entente mutuelle parce qu'on a l'équipe, les amis, tout ça, des personnages très, très colorés aussi. Je voulais dire que Louise Pennet a déjà dit en entrevue que ses livres étaient des lettres d'amour pour le Québec. Alors, puis d'ailleurs, une preuve, Armand Gamache, un nom francophone, et tous les noms des gens qui se côtoient sont des noms francophones aussi. Elle a choisi de vivre au Québec, dans les cantons de l'Est, après une carrière de 18 ans comme animatrice pour la CBC, animatrice à la radio. Alors, à un moment donné, elle propose son premier livre parce qu'elle décide de quitter, puis grâce à son mari, elle va écrire un premier livre en plein cœur, le titre, et elle l'a offert à 50 maisons d'édition, 51 maisons d'édition avant qu'il soit publié en 2005. Alors, c'est quand même assez bizarre compte tenu du succès qu'elle a avec ses volumes. Elle s'est inspirée de son mari pour le personnage d'Armand Gamache parce qu'il était médecin et chef du département d'hématologie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Il est décédé en 2016. Elle a dit « J'écris plus, je suis trop triste, j'ai trop de chagrin ». Puis là, elle s'est dit « Non,
Je vais continuer parce que ça me fait souvenir de mon mari, qui était un homme avec beaucoup de sérénité, malgré son travail auprès des enfants cancéreux. Alors, pour elle, c'est un baume d'écrire encore. Elle est traduite en 29 langues. Elle est publiée à 9 millions d'exemplaires, donc c'est un phénomène mondial. Et d'ailleurs, tu vas parler d'Agatha Christie, elle est gagnante de 8 prix Agatha, qui est un prix pour le roman policier de l'année dans le style d'Agatha Christie. Oh ben. Et puis, c'est un exploit qui n'a jamais été réalisé encore par d'autres personnes. En 2019, Louise Penny fait son apparition dans Le Petit Larousse illustré. Savais-tu ça? Non, je ne savais pas. Elle est même, par un concours de circonstances, elle a reçu Hillary et Bill Clinton, leur fille et ses 2 enfants, à North Hatley, parce que Hillary lui a écrit, elle ne la connaissait pas, mais elle adorait ce qu'elle publiait, et elle voulait lui dire, il paraît qu'elle a écrit de magnifiques lettres, et ils sont devenus amis au fil du temps, ce qui a amené le fait qu'elle vienne à North Hatley, elle et son mari et sa fille, et aussi, ils ont écrit un volume à 2, donc Louise Penny et Hillary Clinton, qui est sorti en mars 2022 et qui est État de terreur. Donc, on s'imagine bien que ça va parler là, de terrorisme et avec les États-Unis et tout ça. Louise Penny, là, elle excelle dans l'art de mettre ses personnages face à des dilemmes éthiques. Et c'est ce que j'aime de Louise Penny. Son enquêteur, c'est un homme lumineux, intègre, bon, vraiment, je l'aime. Pas d'amour, mais j'aime, tu sais, vraiment, son personnage est vraiment... Puis ce qui est intéressant, c'est que les personnages vieillissent au fur et à mesure des parutions. Donc, ça crée une crédibilité par rapport à la vie de ces personnages-là. Son dernier en titre, La folie des foules, qui parle d'Armand Gamache qui va être obligé d'aller surveiller, d'assurer la sécurité d'une professeure en statistique qui est, avec un certain degré de dangerosité. Alors, si vous n'aimez pas, si vous n'avez jamais lu Louise Penny, c'est le temps de la lire, surtout si votre univers a été peuplé un peu d'Agatha Christie. Alors, merci Monique, merci à vous, et je termine par cette phrase que j'ai vue quelque part, que je trouvais vraiment bien. Les livres, c'est comme les chocolats. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Bonne semaine.